Bienvenue à tous, bienvenue dans mon podcast Astrologie. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo qui va porter sur les symboliques et les différences entre l'astrologie et le tarot. Donc, je vais aborder les deux pratiques, donner des définitions, donner des cas dans lesquels j'ai été confrontée justement à l'exercice de ces deux pratiques. Et je vais parler des différences qu'il y a entre le tarot et les similitudes surtout entre le tarot et l'astrologie. Pour moi, donc on va aborder un peu ces deux pratiques. Alors, je vais déjà commencer par l'astrologie. Donc moi j'ai toujours dit que l'astrologie c'est un outil de connaissance de soi-même. Donc si on prend l'étymologie un peu, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de se porter sur l'étymologie latine, ici ça va être l'étymologie du grec ancien. Donc astron qui signifie étoile et logos qui signifie la parole et le discours. Donc l'astrologie le plus souvent c'est le discours qui est à propos des astres. Donc on va faire parler les astres, dont de nombreuses cultures, les astres et notamment la lune, qu'on connaît très bien, a une influence sur l'homme. Donc ce serait vraiment étudier cette analogie entre le cosmos et l'être humain et étudier justement les courants astro et l'interaction qu'elle a avec les êtres humains. Moi j'ai toujours dit que effectivement que l'astrologie c'est un outil de connaissance de soi-même. Donc je participe aussi à cette vulgarisation de cet art, puisque c'est clairement un art qui se perfectionne. La plupart des astrologues que j'ai rencontrés, c'est des personnes qui sont extrêmement passionnées par ce qu'elles font. Donc du coup, oui, c'est vraiment un outil, c'est comme une séance de thérapie. Vous allez à une séance d'astrologie pour répondre à certaines questions ou parfois même pour vous conforter dans des choix que vous avez déjà faits. Par exemple, vous pouvez avoir une vision de vous-même où vous n'êtes pas vraiment sûr et le plus souvent, dans de nombreuses consultations, on voit effectivement que les astres, en tout cas votre thème de naissance, qui est l'image de la carte du ciel au moment de votre naissance, avec l'être humain qui est en individu est en adéquation avec des aspects de votre caractère. Donc beaucoup de personnes seront contre cette idée, mais moi je la maintiens. Donc voilà, pour l'astrologie, c'est vraiment cette partie. La tarologie, c'est un peu autre chose. La plupart des astrologues que j'ai rencontrés faisaient également du tarot. On dit que c'est une pratique un peu plus divinatoire, puisque au lieu d'aborder des prévisions, par exemple, on utilise plus l'astrologie prévisionnelle pour prévenir un peu des événements futurs que l'astrologie, je dirais, que la tarologie. Mais le tarot, ce sera plus une pratique plus divinatoire, donc associée à une, pas de la voyance, mais à une pratique plus, une réponse à un instant posé, à réponse à une question, pardon, à un instant posé, et qui va faire intervenir le ressenti réellement de la pratique d'astrologue. Donc c'est pour ça que pour moi, tous les astrologues ne peuvent pas être tarologues. Ce sont des pratiques totalement différentes. L'astrologie, c'est vrai que c'est basé vraiment sur les astres qui existent vraiment, les planètes et l'interaction avec l'être humain, alors que la tarologie, c'est sur les cartes et la symbolique et la signification de ces cartes. Donc dans le tarot de Marseille, vous avez 78 lames, vous avez 22 cartes qui sont des arcanes qu'on appelle majeures, qu'on va utiliser pour la pratique du tarot, et vous avez 22 cartes, 56 cartes qui sont des aspects mineurs. Donc ici, je vais, des arcanes mineurs, pardon. Donc ici, je vais vraiment m'appuyer sur les arcanes majeures qui ont, donc chaque carte de ces 22 cartes a un numéro et une signification. Euh, donc on va prendre un exemple, je vais vous montrer tout de suite justement à l'écran un tirage en croix du tarot de Marseille. Donc pour parler un peu des cartes, on a par exemple l'amoureux qui est la carte numéro 6 qui symbolise les relations. Et donc chaque carte va justement avoir une symbolique. Donc vous allez déjà décrire la carte et à partir de cette description, vous allez pouvoir faire une interprétation de cette carte, après une interprétation de toutes les cartes ensemble pour répondre à la question de la personne qui est en face de vous. Donc par exemple, donc l'amoureux, voilà, ça va se focaliser sur les relations affectives qui est dans votre vie, les choix que vous pouvez être amené à faire dans ce domaine-là. Le mât, par exemple, qui est la carte numéro 1, va être plus une carte qui va indiquer une grande énergie qui est sur le point de se mettre en place, une énergie de voyage, une volonté de changer les choses. Si je ne me trompe pas, le mât, c'est vraiment une personne qui marche, qui est en direction, qui prend son chemin,
qui prend son destin en main, mais vous avez un chien qui essaye de le happer par derrière. Donc ça montre aussi une volonté d'aller vers l'avant, mais de faire attention aussi à ses arrières. Vous avez la force qui est la carte numéro 11, qui est une carte qui montre une grande capacité, une grande pulsion que l'on a en soi, une grande force intérieure qui va nous pousser à prendre des décisions, hein, qui va être carrément le moteur des actions qu'on va être amené à prendre. On a aussi la carte numéro 3 qui est la carte de l'impératrice, qui donne plus des aspects au niveau de la créativité, du processus créatif que vous devez mettre en place dans votre vie ou d'un projet créatif que vous êtes sur le point d'entamer. L'arcane 13, qui est l'arcane en tête du squelette, que les gens appellent l'arcane de la mort, c'est pas du tout l'arcane de la mort, mais parce que la mort c'est bon, symbolisé par le scorpion, c'est vraiment mourir pour renaître. Donc c'est une transformation radicale, un processus plutonien qui doit être mis en place. Donc le plus souvent, cette carte peut sortir dans un tirage lorsque vous êtes amené à prendre une décision ou lorsque vous êtes dans une transformation ou lorsque la transformation arrive aussi par le décès de quelqu'un. Bon, ça c'est vrai. Donc, si on prend un peu le tirage en croix qui est là, donc c'est un tirage, on dit en croix parce qu'elle représente une croix. Donc, il y a des numérotations. Donc, 1, 2, 3, 4. On aurait pu aussi numéroter 3, 4 inversement et 5. Donc 1. Alors, si on fait une analogie un peu avec le thème astral de naissance, rappelez-vous, on a le 1 qui symbolise en fait, imaginez-vous un thème astral qu'on superpose, le 1 qui signifie pour moi l'ascendant, le 2 qui signifie le descendant, 3, 4 qui est l'axe de ce qu'on appelle le fond du ciel vers le milieu du ciel, donc les ressources que vous utilisez pour arriver à votre but, et le 5 qu'on n'a pas forcément dans un thème de naissance, qui va être en fait dans le tarot le résumé, je dirais, de l'ensemble des 4 autres cartes du tirage. Donc vous voyez qu'il y a des similitudes quand même. Et le plus souvent dans les interprétations du tarot, on va symboliser le 1 comme la personne, comme l'ascendant, puisqu'en astrologie, l'ascendant, c'est votre personne, votre personnalité, l'image que vous projetez. On va vers le descendant, ce vers quoi on va accomplir. Qu'est-ce qu'on va utiliser les ressources de l'axe 3-4, notre fond du ciel, et pour aller vers notre milieu du ciel, qui est notre quête finale, ce par quoi on doit passer. Donc si on prend un peu ce tirage de Tarot de Marseille, ce tirage en croix, on a la maison de Dieu qui est la maison 1, qui est la maison 16. Donc la maison de Dieu, c'est une carte qui est assez intéressante parce que c'est une carte qui évoque hum, parfois un grand bouleversement, une séparation, euh, un déménagement, un changement. Donc elle représente en fait, là on voit la tour de Babel, qui est pour moi la tour en arrière-plan. Vous avez quelques confettis, puis vous avez 2 personnes qui sont à l'envers et qui ramassent. Donc pour moi, c'est une carte aussi qui invite à prendre en compte la réalité, de ne pas trop se fourvoyer. Parce qu'il nous est montré, de garder le sens des réalités qui est synonyme pour moi des 2 personnes qui sont à l'envers. Parce que normalement, vous marchez, vous abaissez pour ramasser quelque chose, là, vous marchez un peu à l'envers. Donc pour moi, c'est une carte voilà, qui pousse à prendre... il faut prendre en main, je dirais, les différentes opportunités qui peuvent arriver, mais il faut aussi faire attention aux bouleversements qui peuvent arriver, que ça peut être un déménagement ou autre. Le 2, la papesse, c'est vraiment la carte, l'arcane de la spiritualité, la sagesse, la foi. Donc ici, dans ce tirage, c'est ce vers quoi la personne devra aller. Une consolidation de la foi, de la spiritualité pour entamer justement les projets qu'elle doit mettre en place. Le 3, c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment une carte qui invite, en fait, qui montre un certain équilibrium entre, entre les forces que l'on a en soi et les relations qui nous entourent. Donc on représente une femme qui a des anges d'ailes, qui a des ailes d'ange, pardon. Elle transverse un vase vers un autre vase, qui, pour moi, la symbolique d'une certaine vitalité qu'on entretient
dans les relations. Parfois, certaines interprétations, c'est aussi une force de protection et de guérison, la tempérance. Ça veut dire que vous allez être amené à protéger, à vous guérir, à pouvoir aussi guérir les autres. Donc c'est pour moi une carte plus de vitalité, d'entretenir des relations. La carte de l'amoureux, qui est la carte numéro 4, représente une personne qui va être sur le point d'être touchée par une flèche de Cupidon, Cupidon qui apparaît en haut de la carte, et vous avez l'amoureux justement qui a deux personnes à sa droite et à sa gauche qui essayent d'attirer son attention. Pour moi, l'amoureux, c'était une très belle carte qui symbolise une prépondérance dans les relations affectives, soit le développement de ces relations affectives, soit le fait que la personne qui est en face de vous est entourée par des personnes, de très fortes relations affectives, interpersonnelles. Ça montre aussi un choix que la personne peut être amenée à faire entre deux personnes, donc un choix amoureux. Et la dernière carte, qui est la carte de la force, qui montre justement un état de maîtrise, d'une force intérieure. Donc pour la personne qui est en face de vous, ce serait le résumé justement des 4 autres cartes. Donc elle a cette volonté, elle a cette capacité, cette maîtrise de soi pour aller vers cette sagesse, cette foi, cette spiritualité qui va être nécessaire pour elle dans l'accomplissement, je dirais, de ses choix, mais il faut qu'elle fasse attention justement à la réalité, à ne pas marcher sur la tête, mais à ne pas passer à côté de peur de grands bouleversements, de séparation, de changement, de ne pas passer à côté parce qu'elle a cette force en elle d'arriver justement à ses objectifs et à consolider cette foi, cette spiritualité. Donc si on reprend j'aime bien prendre en analogie le thème astral de naissance. Donc, vous voyez, essayez cette fois-ci de superposer le tirage du tarot sur le thème astral de naissance. Donc, on a toujours cet ascendant va vers le descendant, on a le fond du ciel qui va vers le milieu du ciel, qui est représenté par la maison 10, qui est la maison du Capricorne, qui est la maison de la réussite professionnelle, ou en tout cas la réussite sociale aux yeux des autres. Donc, en fait, ce qui est intéressant, donc là, je vais parler rapidement. Alors, je ne vais pas faire une analyse totalement du thème de cette personne, mais on voit déjà que Pluton est en Cancer, donc forcément, c'est le thème d'une personne, puisque Pluton prend plus de 200 ans pour faire le tour du thème de naissance. Forcément, c'est une personne qui est née avant la génération des baby-boomers, donc j'aurais dit aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, puisque les baby-boomers ont le plus souvent Pluton, alors je dirais même avant, entre la première et deuxième guerre mondiale peut-être, parce que les baby boomers ont le plus souvent Pluton en Lion. Donc Pluton, c'est une planète générationnelle. Vous faites partie de la même génération, vous avez Pluton dans le même signe. Donc en fait, et vous avez donc un Soleil en Bélier qui est conjoint aussi à un Jupiter en Bélier. Donc on a une conjonction Jupiter-Soleil. On a aussi une conjonction Uranus-Soleil en maison 1. Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Non, on a une maison 1 en poisson, pardon. Euh, on a une maison 1 en poisson et à conjonction à l'ascendant, on a Vénus et Mercure en poisson. Donc Vénus est exaltée en poisson. En maison 2, pardon, on retrouve le Soleil avec une conjonction Soleil-Jupiter en maison 2. Et vous avez aussi une conjonction Soleil-Uranus en maison 2. On a Mars qui est en maison 12, qui est en Verseau. Donc le fond du ciel est en Gémeaux, le milieu du ciel est en Sagittaire. Conjoint au milieu du ciel, on a Saturne, qui est plutôt haut, hein, qui a sa place en maison 10. Conjoint aussi, on a le nœud nord, qui est en Sagittaire et le nœud sud en Gémeaux. On a la lune en vierge qui est, qui est en face de l'ascendant, donc qui est en descendant. Et on a Neptune qui est toute fin de la maison du lion. Et on a Pluton, comme je vous ai dit, qui est en cancer. Donc c'est une personne, donc bélier ascendant poisson avec une lune en vierge et un milieu du ciel en Sagittaire. Et donc vous voyez bien que ça reprend un peu cette croix que l'on a dans le tirage du tarot. Après, si c'était pour une petite analyse un peu du thème de naissance, donc voilà, cette conjonction, moi je m'attarde vraiment au
aux aspects qui sont les plus forts, hein. Je vous ai toujours dit les aspects les plus forts en astrologie sont les conjonctions. Donc là, on a une très belle conjonction quand même en maison 2, qui est la maison des possessions, une conjonction de Jupiter et de Soleil, qui est toujours favorable, bien qu'elle soit mal aspectée à Pluton. Ça, faudrait voir plus par rapport, si on fait vraiment l'analyse de l'ensemble du thème. On a aussi une conjonction d'Uranus, qui est une planète de feu, avec un Soleil en planète de feu également en maison 2, qui a les mêmes aspects en tout cas les mêmes aspects que cette conjonction de Soleil Jupiter. On a Vénus qui est exaltée à l'ascendant en Poisson avec une conjonction de Mercure. Donc Vénus se sent très bien en Poisson, elle est très exaltée. Alors Mercure il se sent un peu moins puisque ça représente la communication. Donc Mercure en Poisson, c'est un signe d'eau, donc il peut être amené à être un peu loin des réalités, à être très dans le rêve. Mars qui est en Verseau, qui est vraiment un Mars qui prend toute sa puissance lorsqu'elle elle sert un intérêt commun, social, humanitaire. Saturne est tout proche du milieu de ciel, donc il est très fort. Il est en Sagittaire, bon, c'est pas vraiment son signe de prédilection, puisque il est exalté en Balance et il se sent très bien en Capricorne, mais il est conjoint. Euh, Conjoint ou pas? Est-ce qu'on a 8 degrés? On a 26. Oui, 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 il est conjoint au milieu du ciel. Donc, il est très fort dans le thème de cette personne. On a la lune qui est conjoint au descendant, donc qui est en maison 7. Donc, elle prend toute sa puissance justement en vierge. La lune en vierge, c'est vraiment une lune perfectionniste, hein. Une lune qui aime voilà, la perfection, les choses bien faites. Le plus souvent, les lunes en vierge, c'est des personnes qui sont extrêmement travailleuses, hein. Moi, j'ai rencontré rarement de personnes lune en vierge qui, euh, qui n'était pas travail, travailleuse pour le coup. On a Neptune toute fin de Lion, mais comme je vous ai dit, Neptune c'est une planète comme donc il prend 180 non, à Uranus va prendre 194 4 ans, Neptune va prendre 82 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc vous pouvez avoir, pour ceux qui sont chanceux, un retour, enfin Neptune qui revient à sa position natale au moment de votre naissance. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes. Et on a Pluton, où là, Pluton, vous pouvez maximum avoir un carré de Pluton, mais vous ne pouvez pas avoir... c'est intéressant, je viens juste de me rendre compte de quelque chose. Mais oui, vous allez pouvoir avoir un carré Pluton, donc Pluton qui arrive au carré de votre Pluton natal, mais maximum, vous ne pouvez pas avoir plus parce que la durée d'espérance de vie humaine ne nous permet pas, en tout cas, pour le temps d'arriver à cette position-là. Un Pluton en face de votre Pluton ou un retour de Pluton, c'est pas possible. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais parler pour ces deux pratiques de la tarologie et de l'astrologie. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai rencontré pas mal d'astrologues qui étaient tarologues et qui pratiquaient l'astrologie et la tarologie. Pardon, pas beaucoup, qui pratiquaient l'astrologie et la tarologie, mais beaucoup qui pratiquaient que l'astrologie. Donc voilà, c'est deux pratiques complètement différentes. On a une notion un peu plus divinatoire de tarologue qui fait plus je dirais appel à le moment T, c'est comme un tirage de cartes, vous voyez, vous prenez vraiment en compte l'environnement, l'instant T, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, alors que l'astrologie est beaucoup plus large et vous permet de faire des prévisions, vous permet de faire différents types de, euh, de calcul, je dirais, que ce que le tarot ne vous permet pas. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre bien sûr un pouce vers le haut et vous abonner. Je continuerai dans le mieux que possible de continuer à faire je dirais, vidéos sur l'astrologie. Donc on va peut-être partir sur un autre domaine de l'astrologie. En tout cas, je vous remercie des commentaires que vous mettez, des j'aime que vous mettez. Et donc si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.